Alors, Claude, nous sommes déjà rendus à le deuxième épisode concernant les techniques d'observation du ciel. On va parler aussi des instruments dans quelques minutes. Alors, on parle d'observation du ciel, de techniques d'observation, jumelles, télescopes, etc. Maintenant, les sites d'observation, est-ce qu'on peut observer partout? Ça, c'est une étape importante. Ben oui. Il faut être capable d'évaluer si notre site d'observation est bon. Parce qu'on peut penser qu'il est bon, mais que dans le fond, il n'est pas bon pantoute. Alors, une des premières choses qu'il faut évaluer, est-ce qu'on est situé dans un secteur où la pollution lumineuse est élevée? Alors, sur Internet, on peut aller voir, il y a des cartes spécialisées, dont celle-ci, et on voit que, disons, à Saint-Félicien, on est quand même dans une zone qui semble assez polluée au niveau de la lumière. Mais si on regarde du côté sud, eh bien, on voit qu'il n'y a à peu près rien. Où on est situé, on est quand même privilégié pour ça. Et nous autres, au planétarium, eh bien, on regarde en direction est, sud et sud-ouest. Alors, on est carrément dans la bonne direction pour observer. Pour faire l'observation du ciel, est-ce qu'il existe d'autres moyens pour mesurer, mettons, la qualité du ciel, par exemple, pour l'observation? Oui, effectivement, c'est intéressant comme question. On a un objet qu'on appelle un amas ouvert qui s'appelle Messier 45 ou encore aussi les Pléiades. L'amas ouvert des Pléiades, oui, c'est ça. C'est ça, c'est le fameux amas ouvert des Pléiades qu'on appelle aussi les Sept Sœurs. Oui. Alors, il y a plusieurs appellations de cet objet du ciel Bien, il y a profond. quelques centaines d'étoiles, mais les 7 étoiles principales servent de référence, je pense. Oui, exactement. Et ces 7 étoiles-là peuvent nous informer sur la qualité du site où on est présentement. Alors, ça veut dire que si... Mais là, il faut l'observer aux jumelles à ce moment-là? Non, il faut l'observer à l'œil. À l'œil, OK. C'est ça. OK. C'est l'acuité au niveau de l'œil. Parce que si tu mets tes jumelles, là, tu vas voir des centaines d'étoiles. Ben oui, c'est vrai. Puis on rappelle aux gens que c'est vrai, dans l'Antiquité, il se servait de l'amas ouvert des Pléiades pour mesurer l'acuité visuelle. Si on apercevait les 7 sœurs, les 7 étoiles principales, ben ça voulait dire que la vue était parfaite. Fait que si on voyait moins d'étoiles, la vue était moins bonne, considérée moins bonne. C'est un instrument à mesurer l'acuité visuelle aussi. C'est ça. Alors, nous autres, maintenant, aujourd'hui, on s'en sert aussi pour ça, mais on s'en sert principalement pour évaluer la qualité du ciel, du site d'observation. Alors, si on voit au moins 7 étoiles, 6 ou 7, ça veut dire que c'est extrêmement bon. Et on peut voir ici, justement, qu'il y en a 9 étoiles. Ça doit être assez rare qu'on voit les 9, parce que là, les étoiles les plus faibles sont de magnitude d'environ, ça dépasse 6 un peu. Et on a dit tantôt que le maximum d'étoiles, le maximum qu'on peut voir, c'est magnitude 6. Oui, fait qu'on est c'est pas vraiment visible à l'œil nu. Comme on disait tantôt, plus la magnitude, le chiffre est élevé, eh bien, plus que les étoiles sont faibles. Puis on rappelle aux gens que l'amas ouvert des Pléiades, ce sont des étoiles jeunes. Autrement dit, ce sont des étoiles extrêmement chaudes, beaucoup plus chaudes que le Soleil, d'aspect bleuté. C'est ça. Et on peut même voir ici un nuage. En fait, c'est de l'hydrogène qui continue d'alimenter, qui continue de faire grossir ces étoiles jeunes-là, qui sont d'un bleu. C'est des étoiles très, très chaudes. Et sont très, très brillantes, justement. C'est des beaux objets à voir. Et peut-être un point, juste un dernier point avant de terminer, c'est que il faut comprendre que la résolution de l'œil humain est de 2 minutes d'arc. Autrement dit, c'est l'angle qui est sous-tendu dans le ciel qu'on peut voir 2 étoiles. Alors, ça veut dire que si tu es en bas de 2 minutes d'arc, les étoiles paraissent comme collées. Tu peux pas les séparer, tu peux pas les distinguer. Alors, chacune de ces 7 étoiles-là qu'on voit a au moins 2 minutes d'arc entre elles, ce qui fait en sorte qu'on est capable de bien les voir. Ensuite, il faut évaluer, est-ce qu'on est près de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'humidité dans l'air? L'humidité, ça peut être tannant parce que, disons que... Surtout ces télescopes, là. Oui, c'est ça. Quand on prend les télescopes, eh bien, la nuit, l'humidité va se déposer sur les télescopes. Et si on a un Schmidt casse-grain, va se déposer sur la lame correctrice et on ne verra plus rien, là. Donc, c'est ça qu'il faut évaluer. Ensuite, est-ce qu'on est dans un secteur tranquille? Ou bien si on est proche d'une usine ou bien d'une voie ferrée, qu'à chaque fois que le train va passer, les télescopes... Ou près des discothèques, ça marche pas, là. C'est ça. OK.
Fait que c'est ça. Donc, il faut évaluer la qualité du site. Il faut évaluer aussi, bien, y a-t-il des facilités sanitaires, tu sais? OK. Et c'est pour ça que nous, au Planétarium, dans le fond, on est privilégiés avec le site d'observation qu'on a à l'Observatoire. Eh bien, les facilités sanitaires, bien, nous, chez nous, c'est sûr qu'on les a, hein, parce qu'on est capable, on a les salles de bain, si les gens ont froid, ils peuvent aller se réchauffer, ils veulent aller prendre un café, n'importe quoi, bien, c'est possible. Tout à fait. Alors, on peut voir justement ici, c'est quoi on parle de quoi quand on parle de la qualité du ciel? Alors, justement, la première image ici, c'est un ciel qui est très pollué. Hein? On ne voit pas la Voie lactée. Hein? La Voie lactée, impossible. Sur la deuxième, eh bien, on commence à voir la Voie lactée. Et ça, je dirais, ça ressemble à ce qu'on a au Planétarium. Hein? C'est pas un site parfait, mais c'est un site qui nous permet de voir plein de choses intéressantes, d'avoir un beau ciel noir. Et la troisième image, bien là, on est vraiment dans un site parfait, là, loin des villes, loin de la pollution lumineuse. De nouvelles images de Jupiter, capturées par James Webb, révèlent des détails impressionnants. La caméra proche infrarouge NIRCam a révélé l'intensité des variations atmosphériques de la planète gazeuse, ses aurores, ses anneaux fins et d'autres éléments qui serviront d'indices pour mieux comprendre l'ensemble du système de la planète. La longue bande striant la planète révèle des vents très violents et sa grande tache rouge pourrait englober de 2 à 3 fois la Terre. Il s'agit d'un immense cyclone tourbillonnant à plus de 300 km/h et qui serait présent depuis des siècles. Grâce aux performances de James Webb, nous pouvons voir facilement la grande tache rouge et les aurores au pôle. La magnétosphère de Jupiter est, elle, essentiellement peuplée de particules provenant des volcans de sa lune Io. Ces électrons et ces ions de soufre et d'oxygène sont ensuite emportés par le champ magnétique de la planète et commencent à tourner à la même vitesse que Jupiter tourne sur elle-même, s'accumulant le long de l'orbite d'Io et formant ce que l'on appelle le tore d'Io. Ces particules vont ensuite s'échapper lentement, entraînant un cortège d'ondes, de courants électriques et de reconnexions magnétiques. Tout à l'heure, Claude, nous avons parlé du ciel visible à l'œil nu. Combien est-ce qu'on peut voir d'étoiles à l'œil nu? Bien, si théoriquement, OK, si tout était parfait, eh bien, on pourrait voir jusqu'à ce qu'on appelle la magnitude 6, qui fait en sorte que on pourrait voir présentement environ 6000 étoiles, hein, qui sont dans les deux hémisphères. Alors, si on regarde ici, nous autres, dans l'hémisphère nord, ça veut dire qu'on aurait 3000 étoiles. Mais, étant donné ce qu'on appelle l'extinction atmosphérique, l'épaisseur de l'atmosphère à l'horizon, eh bien, et les conditions, des fois, d'humidité ou ainsi de suite, eh bien, on évalue que, de façon quand même assez juste, qu'on pourrait observer environ 2000 étoiles. Alors, le nombre d'étoiles par magnitude, hein, alors c'est ça ici, les magnitudes 1 et 2, 0 étant la magnitude très, très forte, hein, L'étoile Vega, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est l'étoile Vega. Alors, les Grecs se sont fiés sur cette étoile-là pour créer cette espèce de barème. Mm-hmm. Alors, les magnitudes 1 et 2, bien, il y a environ 71 étoiles. 2 à 3, 190. 3 à 4, 610. 4 à 5, 2000. Et 5 à 6, environ 6000. C'est le chiffre qu'on avait à peu près tantôt, là. Mais ça, c'est le chiffre idéal, là. Alors, nous, dans le Planétarium, hein, on a une nouvelle application que lorsqu'on sort de la galaxie et qu'on regarde la galaxie de loin, on peut faire apparaître un dôme. Une espèce de sphère. La sphère. Une sphère grillée, là. C'est ça, la sphère, avec un point jaune au centre, qui est la position de notre Soleil, hein, dans la galaxie. Et la sphère représente les étoiles qu'on peut voir à l'œil nu. Et ça veut dire que, mettons que la galaxie est grosse de même, la sphère est grosse comme mon poing, là. Exactement. Alors, on voit une très, très petite partie des étoiles, hein? Mais on parle bien à l'œil nu.
Alors, toutes les étoiles qu'on voit à l'œil nu sont incluses dans cette sphère-là. Bon, maintenant, c'est bien beau l'observation du ciel, les techniques d'observation, aussi prendre des photos. On va parler bientôt de la photographie. Mais est-ce que ça prend des connaissances de base en météorologie? Bon, idéalement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir certaines connaissances. Des notions, oui, c'est ça. En tout cas, au moins de connaître certains produits qu'on peut retrouver sur Internet qui vont nous aider à évaluer, bon, est-ce qu'on va avoir une bonne soirée ou pas. Alors, comme tout astronome amateur, on veut savoir, est-ce qu'il va faire beau? Hein? En partant, là, est-ce que le ciel va être dégagé? Il peut faire beau, mais tu sais... Parce que la météo, des fois, c'est très changeant. C'est ça. On en sait quelque chose quand on prépare une soirée d'observation, planétarium. C'est pas évident. On met les télescopes sur place. Je raconte une anecdote, une parenthèse, là. Tout est beau. Claude installe le télescope Meade, l'observatoire. Il y a des petits nuages qui rentrent à l'est tranquillement. Ouais. Là, on fait une séance dans le dôme. On fait l'initiation qui dure 30 minutes. Après ça, une demi-heure après, c'est complètement bouché. Ouais. Puis une heure après, ça s'est découvert. Mais il faut avouer une chose. On s'en doutait. C'est jamais arrivé que ça devait être complètement dégagé et que c'était complètement bouché. Les nuages rentraient à l'est tranquillement. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qu'on va expliquer, dans le fond, les différents produits qu'on peut aller retrouver sur Internet pour comprendre c'est quoi la couverture nuageuse. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il va en avoir? Ou bien si c'est complètement clair? Alors ça, c'est des prévisions, puis tu l'as bien dit. Prévision, c'est très... Pas prédiction, des prévisions, voilà. Stabilité de l'air, bien, c'est important. Si on peut connaître la stabilité de l'air, mais c'est pas majeur, ça. Ça ne nous empêchera pas de faire une observation. Stabilité, je pense, c'est la température qui décroît à tous les 1000 pieds, je crois, quand on parle de stabilité. C'est le mélange d'air chaud et froid qui crée une turbulence, qui vont déformer l'atmosphère et qui vont faire que les étoiles vont très scintiller. Alors, si on a des étoiles qui scintillent beaucoup, eh bien, on a une forte turbulence. Et c'est pour ça que, des fois, quand on est près de l'eau ou qu'on a un système avec de l'humidité qui rentre et qu'on veut photographier le planétaire, ça prend une stabilité parfaite. Et dans ces conditions-là, ça peut être favorable. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Bien, ça prend, c'est ça, avec une petite formation en météorologie, ça peut aider. Mais c'est pas partout qu'on va avoir ça. Alors, c'est sûr que dans les clubs d'astronomie, on a des produits qui vont nous permettre d'avoir ça. Alors, le premier produit qu'on a, eh bien, et on l'a pour l'Observatoire de Saint-Félicien au Planétarium, et ça s'appelle le Clear Sky Chart. N'importe qui peut aller sur le site et se procurer pour un endroit particulier ces informations-là qui proviennent, qui sont faites à partir du Centre météorologique canadien. Alors, c'est Environnement Canada qui fournit les produits. Et ce produit particulier-là est fait par un astronome amateur qui travaille au CMC. Oui, M. Rahil, Alain Rahil. Oui. D'ailleurs, c'est très simple. Quand on va sur le site du Club des Boréalides, en bas de la page, là, on clique sur ce tableau-là, avec tous les petits points de couleur bleue et multicolores. Alors, plus c'est bleu foncé, meilleur que c'est. Alors, la première ligne en haut, ça nous informe sur la couverture nuageuse. Alors, on voit ici que si c'était ce soir, avant minuit, c'est très, très, très beau. Le deuxième, c'est la transparence. Oui. Alors, on voit ici que la transparence n'est pas parfaite. Ça veut dire qu'il va probablement avoir des petits nuages en altitude qui vont venir nous talonner, qui vont nous empêcher d'avoir un beau ciel transparent, là. Et finalement, le seeing, qui est la turbulence, eh bien, en début de nuit, donc c'est bleu foncé. Alors, ça veut dire que c'est très, très bon. Et par la suite, ça se dégrade un petit peu, mais comme je dis, c'est pas majeur, ça. Alors, ça, c'est probablement l'outil, le principal outil qu'on a pour, justement, évaluer la qualité de l'observation qu'on va faire ce soir. Mais il y a un autre outil qui est extrêmement important. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Et qu'on va retrouver sur le site d'Environnement Canada. Et ce sont les photos satellites. Oui. Les photos satellites qui nous montrent pas des prévisions, mais la réalité. La réalité de la couverture nuageuse, où on en est présentement. Oui, ça se met à jour, je pense, les 20 ou 25 minutes. C'est ça. Ça se met à jour régulièrement. Là. C'est peut-être une fois ou deux à l'heure.
Et à partir de ça, on peut même avoir une animation qui montre le déplacement des nuages, mettons, depuis 3 ou 4 heures du moment où on veut faire l'estimation. Et ça nous montre que les nuages se déplacent soit vers nous ou s'éloignent de nous, hein, ou il y a des nuages qui s'en viennent vers nous. Alors, tout ça fait en sorte que c'est probablement l'outil, en tout cas, que moi, je viens valider ce que j'ai vu dans le Clear Sky. Bon, on peut peut-être parler aussi, Claude, des étapes de préparation en vue d'une soirée d'observation. Bien, ici, on a fait une petite séquence, là, que j'appelle « go » ou « no-go ». Alors, go, si on y va, no-go, on y va pas. Ah, c'est un peu comme les astronautes, les lancements des astronautes, ça. C'est ça, exactement. Ben oui. C'est du go, bien c'est du no-go. OK. Alors, la première chose, bien, c'est ça, on va voir le choix du site. Il faut vérifier la météo astronomique, qu'on a vu tantôt, hein, parce que ce qu'on a vu tantôt, le Clear Sky Chart, c'est ce qu'on appelle la météo astronomique. Vérifier s'il va y avoir des aurores boréales, hein, c'est important. C'est beau, les aurores boréales, mais c'est sûr que si le ciel est couvert d'aurores boréales... Ça monopolise le ciel, une partie du ciel. C'est ça. Donc, ce ne sera pas une grosse soirée d'observation. Et aussi, la Lune, c'est important. Il faut vérifier, la Lune se lève à quelle heure? Elle se couche à quelle heure? Oui, parce que pleine lune, c'est comme les lampadaires sur la rue. Là, c'est de la pollution lumineuse. Veut pas. On l'a un petit peu mentionné au début. La Lune, lorsqu'elle est pleine, il y en a des gens qui pensent que ça va être une belle observation de la Lune, mais c'est le contraire. On voit à peu près rien. Hein? Alors, c'est important de connaître la phase de la Lune, mais aussi de savoir à quelle heure elle va se coucher. Mais c'est pas parce que la Lune est là, mettons, au premier quartier, en croissant ou en décroissant, au dernier quartier, qu'on peut pas faire d'observation. Au contraire, c'est possible. Oui. C'est possible. Mais ça peut nous limiter dans les objets faibles. Oui. Et aussi, bien, quand on se prépare, bien, il faut voir c'est quoi qu'on va observer ce soir. Et aussi, il faut regarder c'est quoi les accessoires pour l'observation. Hein? Parce que, bon, quand on fait de l'observation, ça prend une petite lumière rouge, ça prend notre laser, notre pointeur. Alors, il faut être fait peut-être une feuille de route ou avoir un cherche-étoile ou notre application sur notre cellulaire ou des cartes du ciel ou bien des choses comme ça. Alors, dans l'équation du go et du no-go, bien, on va regarder est-ce que la météo est favorable, hein? Et on va multiplier ça par la motivation. Oui. Et on va additionner l'absence de lune. Et si ça nous donne un résultat qui est de 1, eh bien, ça veut dire qu'on y va. Si le résultat, c'est 0, bien, ça veut dire qu'on va remettre ça une autre fois. Là, Ou l'observation est cancellée. Là, on fait l'activité alternative qui est sous le dôme du planétarium. Bien, c'est ça. Au planétarium, c'est le gros avantage qu'on a, c'est que beau temps, mauvais temps, nous, on peut montrer le ciel, les objets, les constellations, les objets du ciel profond, les planètes. Ben oui. On peut même aller se promener autour si on veut. Hein? Alors, si on regarde ici l'équation du go-no-go, eh bien, si la météo est favorable, on met 1, multiplié par la motivation. Hein? Bien, c'est sûr que la motivation, habituellement, est là, fait que c'est 1 encore. Alors, 1 fois 1, ça donne 1. Et après ça, absence de lune, eh bien, si c'est oui, bien, ça donne 1 encore. Donc, ça donne un résultat de 2. Si la lune avait été présente, OK, on aurait mis 0, mais on aurait quand même eu 1 qui aurait pu nous dire, bien oui, on y va. On y va quand même, parce que la lune, c'est pas un facteur décisif. Si la lune est vraiment trop forte, mais là, à ce moment-là... C'est juste à la limite, mettons, quelques heures d'observation. C'est ça, exactement. Ouais. Saviez-vous que le planétarium de Saint-Félicien possède une boutique souvenirs? On y trouve une multitude d'articles qui sauront piquer votre curiosité. Notre boutique offre une multitude de souvenirs et de quelques outils pratiques pour apprendre les constellations et l'observation du ciel. Vous pouvez vous procurer guide du ciel, calendrier avec photos prises par des astronomes amateurs du Québec, des porte-crayons, représentation du logo Planétarium de Saint-Félicien, des cadrans solaires, des fusées miniatures, structures en 3D, maquettes du système solaire, des photos de nébuleuses avec effet 3D, porte-clés à l'image du miroir du télescope James Webb et même des échantillons de météorites. Plusieurs articles ont été imprimés grâce à notre imprimante 3D.
Comme premier accessoire pour observer en astronomie, observer le ciel, bien, c'est nos yeux. Oui. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la vision périphérique. Si on observe à l'œil, mais disons, un objet dans un télescope, on dit des fois observer de façon indirecte. Oui, c'est ça. Donc, c'est une particularité de l'œil. Hein? Quand on regarde présentement, là, notre œil, lui, la portion de l'œil qui travaille, c'est le fond de l'œil directement, qui, lui, ça lui prend de la lumière. Ça lui prend beaucoup de lumière, ça lui permet de voir les couleurs, ainsi de suite. Mais autour de cette région-là, c'est la région qu'on appelle la vision périphérique, ou c'est la vision de nuit. Alors, on sait bien que la nuit, c'est pas le fond de l'œil qui travaille, ce sont les bâtonnets qui sont de chaque côté de cette région-là centrale, qui sont beaucoup plus sensibles à la lumière, mais qui voient difficilement la couleur. Et c'est pour ça qu'on dit la nuit, les chats sont gris. Hein? Ça revient un petit peu à ça. Donc, c'est quoi la vision périphérique? C'est que des fois, juste un exemple, admettons qu'on est en train de regarder la nébuleuse annulaire de la Lyre, et ça, c'est comme une étoile morte. C'est une étoile qui a la forme d'un beigne et la partie centrale, eh bien, elle est comme trouée. Hein? Et souvent, on va dire aux gens, ne fixez pas l'objet. Regardez légèrement à côté. Et aussitôt qu'ils font ça, la partie centrale, ils la voient clairement. Ils ne verront pas l'étoile morte, là, la naine blanche qui est au centre. La naine blanche, ça prend un grand miroir. Parce que ça, c'est des objets qui sont trop faibles, mais c'est ça. Et ça revient à expliquer pourquoi on utilise les lumières rouges quand on fait de l'astronomie. Ben oui, pour éviter les flashs. Parce que lorsqu'on est dans une pièce éclairée comme ici, bien à ce moment-là, si on sort dans l'extérieur, on dit « Mon Dieu, qu'il fait noir, je vois même pas le gars devant de moi. » Ouais. Mais après 10-15 minutes, le gars, je le vois très bien, puis je vois même le gars à 30 pieds de moi. Alors pourquoi? Bien c'est ça. C'est la vision de nuit qui vient d'embarquer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser la vision périphérique. Et c'est là qu'il faut éviter d'avoir des lumières blanches. Il faut avoir ce qu'on appelle des lumières rouges, qui, elles, n'affectent pas la vision de nuit. Oui, parce que quelqu'un allume ses phares de voiture, ça prend environ 15 à 20 minutes pour se réhabituer à la Exactement, c'est ça. Ouais. Fait qu'on vient de se scraper les yeux un bon bout de temps. C'est ça. Après les yeux, quel instrument qu'on utilise à part? On utilise sûrement les jumelles. Alors ici, on voit les différents types de jumelles qu'on a même au planétarium. Alors, une très grosse paire de jumelles et une petite paire de jumelles qui nous servent pour travailler lors de nos soirées d'observation. Et après ça, l'ultime instrument que toute personne a la piqûre à pratiquer l'astronomie, le fameux télescope ou lunettes. Oui. Alors, il y a quelques astuces pour utiliser. Bien là, il faut comprendre c'est quoi les techniques de pointage. Alors, comme je mentionnais tantôt, si on a un télescope qu'on appelle un go-to, bien lui, tu rentres les coordonnées, puis il va sur ton objet. Fait que, tu sais, bon, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a quand même un apprentissage de base, parce qu'il faut faire un alignement polaire, ou il faut faire un alignement de base, tout simplement, et pour que le télescope sache où il est sur la Terre, ben oui. Et pour se retrouver dans le ciel. Et encore ici, bien, la vision périphérique et les accessoires bien, qu'on a besoin. Bon, bien, il y a toujours la lumière rouge, notre laser, et il y a un petit outil que j'ai pas parlé tantôt sur les jumelles, et qui est fort pratique, c'est l'utilisation d'un laser en parallèle sur les jumelles. Oui, et je pense que tu as imprimé des objets en plastique pour ben oui, exactement. Le fameux laser. Exactement. Avec l'imprimante 3D que... Avec l'imprimante 3D, j'ai adapté justement nos lasers pour être en mesure d'être à dos de cheval sur nos jumelles en parallèle. Donc, quand tu veux pointer à un endroit, bien, tu as juste à suivre la position du laser, si tu sais à peu près où tu t'en vas. Et à ce moment-là, quand tu vas regarder les jumelles, tu es sûr que tu vas être dedans. Alors ça a l'air de rien, mais c'est très, très, très pratique aux jumelles et même avec un télescope, surtout si votre télescope, c'est pas un go-to. Si le télescope, c'est un go-to, tu n'as pas besoin de ça. On rappelle un go-to, c'est parce que c'est un système électronique. Lorsqu'on rentre un objet céleste, bien, le télescope, avec le système électronique, va aller pointer l'objet céleste en question directement
dans le centre du champ de Exactement. vision. Fait que c'est pour ça que ça, Ça évite d'y aller à tâtons, on va dire à saute-mouton, comme vous c'est dites ça, tout à exactement. l'heure. Là. Tandis que si on émet un petit laser, mettons sur un Dobson, eh bien à ce moment-là, on sait que l'objet est à peu près dans cette région-là. Ben oui. Et on veut être certain d'arriver au bon endroit. Bien, avec le laser, on l'allume, on pointe le télescope en bonne direction ou sur une étoile qui est proche de l'objet. On l'a expliqué un peu tantôt. Oui. Et à ce moment-là, on a juste à se tasser légèrement et on tombe sur notre objet. Et ça, c'est pratique. Hey Claude, c'est super intéressant. Il y avait beaucoup de contenu, c'est très pédagogique. C'est vraiment une émission sur l'initiation à l'astronomie, l'observation du ciel, les techniques d'observation, les instruments. Écoutez, si ça vous intéresse d'en savoir plus, planétariumsaintfélicien.com, sur nos sites web, le Facebook, on est très, très populaire. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver, beaucoup sur les aurores boréales d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et c'est à espérer que ce qu'on vient de faire ensemble va permettre à des gens de s'initier, de débuter en astronomie. Mais il ne faut pas oublier une chose, le principal aspect, c'est de se joindre à un club. Pour le ciel d'automne, nous sommes en direction de l'Est. Alors ici, regardez l'espèce de grand carré juste ici, comme ça, ici, qui se dessine très haut dans le ciel. Alors on appelle ça le carré de la constellation de Pégase. Et un petit peu plus loin, toujours en direction de l'Est, vous avez ici gardé ce qu'on appelle la constellation de Andromède. Et regardez la petite tache floue qui est juste là, au bout de ma main. Ça, c'est une galaxie qu'on appelle la galaxie d'Andromède, M31, Messier 31. C'est une galaxie qui peut contenir jusqu'à au moins 400 milliards d'étoiles. Elle est 2 fois plus grande que la Voie lactée. C'est le seul objet céleste profond, du ciel profond qu'on peut voir à l'œil nu quand le ciel est très transparent. Regardez ici, là. Alors, la galaxie d'Andromède se trouve ici. Et maintenant, ici, regardez, beaucoup plus bas, en direction de l'Est toujours, on peut même voir la planète Uranus. Mais ça prend un bon télescope, parce que quand on observe cette planète-là, c'est un petit point. C'est pas comme Jupiter et Saturne qu'on voit la surface, après ça, les anneaux de Saturne, non. Mais par contre, c'est juste pour vous dire que la planète Uranus est visible aussi durant l'automne.